Micro vert, on me dit d'habitude, donc je vais continuer avec le micro vert. Je vous remercie d'être aussi nombreux. On a une tâche, Saïd Sadi, Jean-Louis Bianco, même extrêmement difficile, puisqu'on est des chauffeurs de salle pour Guy Bedos qui nous succède. Donc c'est vrai qu'on a une mission impossible, dit Jean-Louis Bianco, et il a absolument raison. Oui, bon, mais ça... Bon, très bien. On rentre vraiment, on était déjà dans le cœur du cœur de cette assemblée, Marianne, France Inter, El Khabar, mais là, on entre dans le sujet qui, en Algérie et en France, en Algérie, provoque des discussions, des polémiques, des vraies interrogations, et Alain Finkielkraut, avant nous, dans cette salle, traitait un peu aussi du même sujet. La place de la laïcité, et plus précisément, pour être moderne, un État doit-il être laïque? C'est l'intitulé très précis de notre rencontre de cet après-midi. Et effectivement, vous savez tous que c'est un sujet au cœur de tous les débats en Algérie comme en France. Vous connaissez nos deux invités, Saïd Sadi, qui est député d'Alger encore pour quelques jours, quelques semaines, puisque comme Jean-Louis Bianco, ils ont décidé l'un et l'autre le renouvellement de la classe politique, il faut les saluer, donc ils ne se représentent ni l'un ni l'autre pour les élections législatives en Algérie et en France. Jean-Louis Bianco a tout à fait du mérite de le faire, puisqu'il aurait été réélu, je peux le dire, sans la moindre difficulté, sans doute. Saïd Sadi, qui est le fondateur du RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie. Saïd Sadi, récemment, vient de renoncer à la présidence de son parti, et c'est également tout à fait notable dans un pays où on reste très tard et très longtemps, comme en France, dans la politique. Donc je vais vous proposer le système le plus usuel. Chacun de nos intervenants va faire une présentation d'une dizaine de minutes sur le sujet. Je me permettrai sans doute de leur poser quelques questions, et puis ils seront à vous tout entiers. C'est Jean-Louis Bianco qui commence. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre invitation et merci de me donner l'occasion, on l'évoquait avec Saïd Sadi, de nous retrouver il y a tant d'années que nous nous étions vus dans une vie antérieure, mais sur des sujets, il le dira peut-être, qui ne sont pas sans rapport avec ce qui nous rassemble aujourd'hui. C'était la montée du FIS en Algérie, et j'étais à l'époque secrétaire général de l'Élysée. Merci aussi d'avoir pris ce thème. Moi, ça m'a fait réfléchir, travailler, et je vous en remercie, parce que certaines choses qui me paraissaient simples ne le sont pas autant que je le croyais. Alors, un État, pour être moderne, un État doit-il être laïque? J'ai d'abord tiqué sur le mot moderne. Je me suis dit, la modernité, ce n'est pas une vertu en soi. Donc je comprends que ça fait référence peut-être à des analyses historiques de Jacques Berck ou autres, mais pour moi, l'État tel que je souhaiterais qu'il soit, dans mon pays, il l'est qu'en partie, et un peu partout, c'est un État démocratique. Et donc, j'aurais tendance à reformuler un peu la question, est-ce qu'un État démocratique doit nécessairement être laïque? Derrière ça, vous l'avez certainement en tête, alors c'est plus ou moins dit, souvent moins que plus, mais c'est quand même dans l'arrière-pensée, et autant le dire, il y a une espèce de syllogisme, l'islam est hostile à la laïcité. Or, la laïcité est indispensable à la démocratie, donc l'islam est incompatible avec la démocratie. C'est ce syllogisme que je voudrais mettre en question. Alors, je voudrais regarder du côté occidental, non seulement nord de la Méditerranée, mais Europe et États-Unis, parce que, au fond, nous avons, nous Français, comme assez souvent, une définition assez rigoureuse, assez précise de ce qu'est la laïcité, et probablement plus extensive que dans presque n'importe quel autre pays. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Je sais qu'il faut en avoir conscience. Moi, je considère que c'est une richesse, mais ça ne doit pas nous conduire, comme nous le faisons trop souvent, à des leçons arrogantes. Donc, la laïcité, au sens français, qui est sans doute, je le répète, le champ le plus large, c'est d'abord l'indépendance des institutions politiques
par rapport à la loi divine et par rapport aux églises. C'est ensuite la neutralité vis-à-vis des cultes, et c'est en troisième lieu la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. C'est l'article 1er de notre Constitution, la France est une république laïque. C'est l'article 1er de la loi de 1905, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Et l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Voilà la définition française. Vous savez qu'elle a été le fruit d'un très long combat. Dès la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'Église s'est élevée, catholique évidemment, s'est élevée vigoureusement contre cet oubli de Dieu. Même si, dans la déclaration, il y a une référence à l'être suprême qui ressemble un peu, à mon avis, à ce qu'on trouve dans les références, entre guillemets, modérées d'un certain nombre de pays, de cultures ou de religions musulmanes. C'est quelque chose comme sous le regard et sous les auspices de l'être suprême. Donc c'était une bataille dans le domaine de l'enseignement. Et si j'en parle, c'est que je crois que notamment dans les pays dits des printemps arabes, il y a une bataille terrible qui se joue autour de l'éducation. Je disais tout à l'heure que j'étais en Égypte il y a une quinzaine de jours. Au-delà de ce qu'on peut penser de l'évolution de l'Égypte, il y a quelque chose qui m'a frappé. Les salafistes, qui sont la surprise, plus que les frères musulmans des élections égyptiennes, ils se sont répartis, les nouveaux parlementaires, les commissions. Les salafistes ont demandé, ont exigé une seule commission, ils auraient pu en demander plusieurs. Personne ou à peu près, notamment pas les frères musulmans, ne les a empêchés, c'est la commission qui s'occupe de l'éducation. Donc on voit bien l'enjeu que cela peut représenter. C'était la bataille en France. La loi de 1905, il faut le rappeler, est une loi de compromis entre des visions peut-être plus, si j'ose dire, intégristes de la laïcité et des positions défensives du monde à la fois politique, car j'affirme moi que l'Église catholique appartient à un monde politique, et du monde de l'enseignement. Ça a conduit à toute une série de débats en France. On en reparlera bien entendu. Les signes religieux, parce que c'est un objet de débat de longue date en France, et c'est aussi un objet de débat dans beaucoup d'autres pays, mais aussi les questions pratiques. Est-ce qu'à l'école, on doit servir des repas différents, au-delà du cirque lancé par Nicolas Sarkozy sur l'abattage halal? Est-ce qu'on a le droit de ne pas venir en classe, ou est-ce qu'on doit obéir à l'assiduité scolaire? Est-ce que la neutralité s'impose uniquement dans le service public? Et neutralité, ça veut dire quoi? Ou est-ce qu'elle s'impose aussi dans l'entreprise privée? Il y a eu des débats, vous le savez, on y reviendra sans doute. Il y a eu de la jurisprudence du Conseil d'État sur les questions pratiques, dont je retiens une ligne directrice, parce qu'elle me semble très juste. C'est une position qui n'est pas absolutiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit acquis, par exemple, à obéir aux prescriptions religieuses, mais dans la mesure où ça ne gêne pas l'ordre public, où ça ne gêne pas le fonctionnement normal du service public, où ça ne gêne pas l'éducation nationale par l'obligation d'accomplir ses devoirs, alors on peut, dans une négociation locale, accorder un certain nombre de droits. Je passe sur ces questions et je reviens à mon point de départ pour dire que beaucoup d'États modernes, contemporains, ne sont pas laïques, en tout cas pas au sens français du terme, pas intégralement laïques. Alors il y a 3 pays, j'ai trouvé ça en cherchant, qui sont laïques d'après leur constitution, dont je ne suis pas certain qu'ils soient totalement laïques au sens français du terme. C'est le Japon, le Mexique, je suis certain que non, et le Portugal, je suis certain que non aussi. Le Japon, je ne connais pas assez. Les États-Unis, je voudrais prendre ce premier cas. Il n'y a pas de référence à Dieu ou à la Providence dans la Constitution, ni dans la Déclaration des droits. Il y a eu quand même pendant très longtemps des prières à l'école. C'est un arrêt de la Cour suprême de 1962 qui a arrêté cela. Mais comme vous le savez, on le voit à la télévision, on le voit dans les films, le président américain prête serment sur la Bible. Et ça ne date pas d'hier, ça date de George Washington, qui est un des pères fondateurs de la démocratie américaine. Ce qui est intéressant, c'est que les autres références à Dieu, par exemple, One Nation Under God, ou In God We Trust, ça c'est les billets, les dollars, ont été ajoutés au moment de la guerre froide, 1954-1956, donc dans un contexte de combat idéologique contre le communiste, matérialiste et athée. Voilà, donc il y a quand même ces références, même si la Constitution elle-même ne fait pas directement référence à Dieu. L'Allemagne, le préambule de la Constitution allemande est intéressant.
la phrase essentielle est celle-ci. Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, le peuple allemand, etc., etc. Et puis il y a ce système que vous connaissez sans doute, de Kirchensteuer, c'est-à-dire qu'on doit déclarer quelle est sa religion pour payer un impôt à l'Église, ce qui a posé pendant quelque temps des problèmes à ceux qui n'acceptaient pas le principe de cet impôt, ou en tout cas ne se reconnaissaient d'aucune religion. Le cas du Québec aussi est intéressant. Je fais un survol, mais c'est juste pour poser quelques jalons pour notre débat et pour le débat avec vous. Sur un point pratique qui diffère de la France, il y a la notion d'accommodement raisonnable, qui est un petit peu contenue dans la jurisprudence du Conseil d'État que j'évoquais tout à l'heure. Mais par exemple, le port du foulard islamique, différence avec la France, est toléré dans les écoles publiques au nom du principe d'accommodement raisonnable. Et puis il y a des tas d'autres systèmes. Le Liban, c'est le multiconfessionnalisme. On doit se reconnaître d'une des 18 religions libanaises. La Turquie, c'est un État théoriquement laïque, et laïque de manière très nette, au moins dans la Constitution de 1937. D'ailleurs, dans les proclamations que l'on voit pour l'instant, en Tunisie, en Égypte, la Turquie dit en 1937 « L'État turc est républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et réformateur ». Ce qui n'empêche que l'État finance et forme les prêtres et les écoles religieuses. La réalité aujourd'hui du pouvoir en Turquie, il y a à mon avis matière à discussion sérieusement sur le caractère réellement laïque du parti de M. Erdogan. Voilà, je ne vais pas être plus long, dire un mot sur la Tunisie, mais on va forcément en parler, et on en parlait avant de rentrer dans cette salle. J'ai rencontré, comme sans doute vous, beaucoup d'autres, beaucoup de gens responsables à l'initiative des luttes, notamment des jeunes, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte. J'ai eu parfois l'impression que la révolution leur était volée, mais par la loi du suffrage universel, aussi bien au profit de Ennahda en Tunisie qu'au profit des frères musulmans en Égypte. Et moi, je me suis interrogé, et je m'interroge encore. J'ai rencontré, y compris des jeunes frères musulmans qui ont fait dissidence avec les frères musulmans et qui ont une vision de la laïcité dans laquelle je me reconnais. Et donc, je m'interroge en permanence. Est-ce que les propos de Ennahda et des frères musulmans, et on a eu des propos très politiquement corrects par rapport aux femmes, par rapport à la démocratie, par rapport aux droits de l'homme, est-ce que c'est du pipeau? Est-ce qu'il y a débat entre eux? Ou est-ce qu'ils ont bougé et est-ce qu'ils vont bouger? Et mon hypothèse sur Ennahda, vraiment l'Égypte, je ne sais pas. Ils sont les uns et les autres sous pression des salafistes, d'ailleurs, ce qui peut conduire à des évolutions contradictoires. Contradictoires au sens où ça peut les ancrer dans une certaine forme de statut de la femme, droits de l'homme, démocratie, laïcité, si on veut, en tout cas, pas la charia au-dessus de tout. Ne serait-ce que, par exemple, en Tunisie, parce qu'Ennahda a besoin de l'appui de partis qui sont, entre guillemets, proches d'être laïques, ou bien est-ce que ça les conduit à dériver vers l'extrémisme religieux? Je n'en sais rien. Mais la grande nouvelle que moi j'essaye, parce que j'essaye d'être optimiste dans ce monde compliqué, que je salue avec espoir, c'est qu'Ennahda, après un long débat, après des positions contradictoires, après un vote dont on connaît le score, je crois que c'était 52-16, a décidé de ne pas en rajouter, et notamment de ne pas introduire la charia dans la Constitution, avec des arguments extrêmement intéressants de leur leader, qui autrefois était un islamiste partisan de la domination de la charia. Il a dit « La charia est une notion un peu floue dans l'opinion publique. Je ne souhaite pas, nous ne souhaitons pas mettre dans le texte fondamental des dispositions ambiguës qui risquent de diviser le pays. » Et j'ajoute qu'il y a quand même, bien sûr, article 1, la Tunisie, c'est la constitution d'ailleurs de 71, sauf erreur. Non, c'est en Égypte, c'est 71. Enfin bref, c'est la constitution actuelle de la Tunisie. La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. Sa religion est l'islam, sa langue l'arabe et son régime la République. Voilà, donc j'espère que cette position d'Ennahda sera le signe que dans une évolution forcément très longue, l'histoire nous montre que ça passera par des contradictions. Peut-être la démocratie passera-t-elle par des phases plus islamistes. J'espère simplement que le jeu démocratique, c'est-à-dire le jeu de la liberté des élections et du respect du vote des électeurs, et que la conscientisation politique des citoyens, au-delà des intellectuels, des chercheurs, des étudiants, des activistes, j'espère que ça conduira le peuple tunisien, comme d'ailleurs le peuple égyptien,
à évoluer vers des formes de laïcité. Encore une fois, chacun doit construire sa forme de laïcité dans son histoire, dans sa culture. Il n'y a pas un seul modèle, mais je reste convaincu que c'est la direction souhaitable pour les peuples. Merci, merci Jean-Louis Bianco. J'aurais déjà envie de vous poser beaucoup de questions, mais je vais les retenir. J'ai envie aussi de poser des questions à Saïd Saïdi, mais je vais le laisser parler. Simplement, je voudrais qu'il nous éclaire sur une lettre, dans son intervention, qu'il nous éclaire sur le C de RCD. Rassemblement pour la culture et la démocratie. Ce n'est pas si banal qu'un grand parti politique choisisse ce mot culture, et donc ça a sans doute un lien avec ce dont nous parlons en ce moment. Je lui passe la parole tout de suite. Je vais commencer par répondre à la question très précise que vient de poser Maurice Safran. Lorsque nous avions décidé de créer le RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, nous venions de sortir de prison avec un certain nombre d'amis. Il y avait encore le parti unique, mais pour les avoir un peu pratiqués dans l'université notamment, et même dans certaines rues algériennes, les islamistes commençaient déjà à pointer le bout du nez, en tout cas à tester l'État sur sa volonté de les affronter sur le plan doctrinal à travers un certain nombre d'agressions. Donc il était absolument clair que nous allions au-devant de la problématique qui a fini par ensanglanter le pays quelques années plus tard. Et c'est effectivement comme cela que j'essayais d'alerter nos partenaires européens notamment, et c'est dans ce cadre-là que j'avais rencontré Jean-Louis Bianco en 91, je crois, 90, alors qu'il était secrétaire général de l'Élysée. Ça n'a pas été attendu, on ne refait pas l'histoire. Alors, pourquoi maintenant, outre le danger qui pesait à l'évidence sur la nation algérienne, à travers donc cette surenchère de la dérive religieuse, il y a un deuxième élément qui n'est pas su, y compris par des amis aussi proches que le peuple français, c'est que dans la réalité culturelle algérienne, il y a une forme de laïcité, on pourra discuter ensuite sur le terme laïcité, sécularisation, état civil, etc., etc. Il y a une vraie séparation dans la vie quotidienne des gens. Je pense qu'il y a un certain nombre d'Algériens dans la salle qui pourront le confirmer. Quant à la manière de gérer la cité, il y a un responsable désigné qui, lui, est mandaté pour prendre en charge tout ce qui relève de la quotidienneté des choses. Et il y a le chef de la mosquée qui, lui, s'occupe du rite, l'appel à la prière, l'annonce du jour du ramadan, les rites funéraires, etc., etc. Je n'ai jamais vu un seul documentaire sur l'Algérie qui ait relevé ce problème-là, et pourtant, Dieu sait qu'il est important. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis originaire de Kabylie, dans un village de la ruralité algérienne qui fait à peine 2000 personnes. Il y a 2 ans de cela, quelques étudiants, dont l'un avait fait une virée au Yémen et en Afghanistan, étaient revenus, ont décidé d'expliquer ce que religion veut dire à des gens qui étaient musulmans depuis 14 siècles. Et, l'argent ne manquant pas, ils avaient entamé, sans demander l'avis à qui que ce soit, la construction d'une mosquée qui ferait pâlir de jalousie notre bonne mère, ici à Marseille. Le village s'est défendu et a décidé de réaménager la mosquée ancestrale. Il y a eu un vrai conflit dans ce village-là, disant simplement que nous, celui qui veut nous apprendre la religion, n'a qu'à aller à la mosquée nous parler de là-bas. Donc il y a un véritable conflit dans la manière dont a été vécu en Afrique du Nord le culte et la manière dont les États qui ont suivi la décolonisation s'en sont saisis. Donc on avait cette double problématique à gérer. Comment réhabiliter une pratique culturelle effective dans le pays, quitte à la moderniser, en tout cas à le soumettre en débat, et comment empêcher, faire dérailler la déferlante islamique qui arrivait déjà. Pour le reste, s'agissant de l'Algérie, ce que l'on ne sait pas assez aussi, c'est que la guerre de libération n'a absolument pas été menée par le courant religieux, contrairement à ce qu'on a dit. Tous ceux qui ont déclenché la guerre sont des rationalistes, on va les appeler comme ça par commodité. Le courant religieux qui existait n'a rejoint le mouvement de la libération que 2 ans après avoir été d'ailleurs invité par ceux qui avaient déclenché le 1er novembre 1954. Alors, dans cette proclamation du 1er novembre 1954, il y a un certain nombre de principes qui sont énumérés, respect des libertés de conscience, tolérance, etc., etc. On a ajouté, il est vrai,
dans le cadre des valeurs musulmanes. Et pour avoir discuté avec Boudiaf, qui était un de ses initiateurs, il m'a dit, vous aurez observé qu'on avait mis valeurs musulmanes et pas loi islamique. Mais ce combat existait déjà, ce débat en tout cas existait déjà dans le mouvement national, puisque 2 années plus tard, ceux qui sont un peu coutumiers de l'Algérie savent que c'est au congrès de la Soumam de 1956 que l'Algérie s'est dotée d'une véritable plateforme fondatrice, dont je ne renie rien d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, et qui a esquissé, profilé ce que devait et pouvait être le futur État algérien indépendant, et je cite, dans cette plateforme, « La guerre de libération n'est pas une guerre de religion. Ce n'est qu'après l'indépendance que la dérive a commencé. » Et c'est là qu'on voit le lien entre la tentation d'instrumentaliser la religion pour se saisir du pouvoir politique et pas du tout pour organiser un État, quel que soit le modèle politique auquel on puisse appartenir par ailleurs. C'est le déficit de légitimité politique qui a fait que les gens, faute de mieux, se sont saisis de la religion pour devenir irréprochables, en tout cas pour ne pas avoir à se soumettre à l'arbitrage du peuple. Cela pour ce qui est de l'histoire algérienne. Au jour d'aujourd'hui, nous observons sur la scène algérienne des évolutions importantes, délicates, dont il est difficile de décliner les incidents sur le court terme, mais il y a un phénomène dont nous-mêmes, en tant que militants politiques de terrain, avons noté, que nous avons essayé d'intégrer dans nos débats, mais sur lequel nous n'avons pas encore la clé. C'est la jeunesse. Il se trouve que mes 4 enfants ont fait l'école algérienne, donc je sais de quoi sont faits les programmes de l'école algérienne. Je parle de l'école publique, je ne parle pas des écoles religieuses. C'est un concentré de sectarisme, de xénophobie, de nationalisme absolument effarant, et qui a endoctriné, bien avant le fils, bien avant les islamistes, la jeunesse algérienne, sachant que, pour ce qui est du pouvoir algérien, je suis opposant, ça n'aura échappé à personne. Pour le pouvoir algérien, il faut absolument entretenir la guerre des mémoires pour pouvoir dériver le mécontentement vers l'extérieur. D'ailleurs, ça se passe dans un cadran de 90 degrés. Un coup, c'est Rabat, c'est le Maroc, un coup, c'est Paris. À chaque fois qu'il y a un problème en Algérie, c'est dans cet espace-là qu'on essaye de projeter les turbulences sociales pour essayer de trouver des explications à nos turpitudes. Eh bien, la jeunesse algérienne qui a été prise dans les rêtes de l'école, de la mosquée, de la télévision. Il n'y a que la télévision d'État. Je suis député d'Alger, en dehors des parenthèses électorales. Ça fait 11 ans que je n'ai pas pu dire un mot dans la télévision et la radio algérienne. Donc, malgré tout cela, miraculeusement, la jeunesse qui avait basculé en faveur de l'islamisme dans les années 90, sans trop savoir ce qu'islamisme voulait dire d'ailleurs, est en train de s'exonérer et des slogans, crypto-staliniens du FLN, et de l'excitation islamiste. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la jeunesse algérienne qui s'est invitée au débat dans la cité, de manière assez inattendue, mais salutaire vraiment, pour demander à être entendue. Elle n'est pas encore fédérée, elle n'a pas encore structuré une pensée politique qui puisse exonérer la vie personnelle de l'emprise du culte ou de la pensée unique. Nous ne sommes pas sous le régime du parti unique, mais la pensée unique est largement dominante en Algérie. Et ce qui fait que cette problématique de la place du culte dans la cité est plus que jamais au cœur du débat en Algérie. Est-ce que le lien entre modernité et laïcité doit être établi? Ma réponse est très clairement oui. Je ne vais pas faire un laïus sur le fait que tant que la question de la vie et de la mort n'aura pas été réglée, l'homme aura besoin de croire. Alors il a cru à un moment donné en Staline ou en Mao, ensuite on peut croire à autre chose, mais cette croyance doit être positionnée dans des espaces, dans des matrices qui n'empiètent pas la relation de l'individu
à la collectivité et qui surtout ne dessaisissent pas le citoyen de son libre arbitre au motif que celui qui dirigerait le pouvoir politique aurait été investi d'une puissance divine. Je finis en disant simplement ceci. S'il fallait apporter une preuve supplémentaire qu'il y a un lien étroit entre modernité et laïcité, l'un des rares pays à avoir survécu au marasme islamique, c'est quand même la Tunisie, appelez-le le plus avancé, le moins archaïque. C'est bien parce que Bourguiba, qui était à sa manière un vrai despote, mais qui n'a pas perdu de vue les grands enjeux sociétaux. C'est le pays où la place de la femme, la place de la religion ont été définies, cernées au plus près de l'indépendance, qui aujourd'hui résiste le mieux. Et à mon avis, Nahda n'ira pas aussi loin que là il voudrait être. Ce n'est pas parce qu'il ne voudrait pas, je connais Arnouchi, c'était un des plus radicaux qu'il y avait. Mais il sait que l'espace où il évolue ne laisserait pas de marge à une tentation autoritariste de la légitimité religieuse. Les salafistes qui le poussent et la société tunisienne qui est majoritairement acquise à la sécularisation font qu'il s'est plutôt positionné en faveur de la modernité que derrière les islamistes. Alors c'est un équilibre qui n'est jamais définitivement acquis, mais c'est un bon exemple où on voit que lorsqu'un État a pris la précaution de mettre à l'abri des manipulations politiques le fait religieux, en général, la citoyenneté avec tout ce que cela peut englober, est plus préservée qu'ailleurs. Voilà ce que je voulais dire en matière d'introduction. Cela étant, si dans le débat des questions venaient à être posées, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Les questions laïcité, islam, démocratie, elles se posent aussi en France. D'ailleurs, Jean-Luc Bianco le sait très bien, puisque certains accusent la gauche et le PS d'avoir faibli sur les questions de la laïcité, donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais j'écoutais l'autre jour l'éditorial sur France Inter de notre camarade Bernard Guetta, qui sera là demain matin parmi nous pour participer à un des débats, et il finissait son éditorial par la phrase suivante qui m'a énormément marqué, et je voudrais que vous réagissiez l'un et l'autre sur cette phrase, et elle nous permettra d'avancer dans notre débat. Guetta disait, à partir de la Tunisie précisément, l'islamisme est soluble dans la démocratie. Je voulais que vous réagissiez l'un et l'autre à cette chute de Bernard Guetta. Jean-Louis Bianco. J'avais moi-même soulevé sous forme interrogative le cas tunisien et encore une fois, je connais beaucoup moins bien que beaucoup dans cette salle et que Saïd Sadi, mais je crois assez instinctivement et en réfléchissant à la réponse, ça dépend de l'espace politique et ça dépend aussi du rapport de force politique, puisque vous avez rappelé que la société était plutôt pour la sécularisation. Dans ces conditions, je pense que l'islamisme, entendu comme un mouvement politique pensant que la religion doit, sinon dominer, du moins jouer un rôle principal dans les institutions politiques, sera peut-être soluble dans la démocratie si le mouvement actuel des Nahda continue et si d'autres mouvements vont dans le même sens. Ça n'est pas impossible, mais c'est loin d'être joué. Saïd Sadi. Je ne voudrais pas faire redondance avec ce que vient de dire Jean-Louis Bianco, mais dans l'absolu, aucune religion n'est indemne de dérive. Ça dépend du milieu où elle évolue, ça dépend du moment politique où l'enjeu est posé, et ça dépend évidemment de la nature et de la volonté des dirigeants qui ont en charge ce genre de problème. Mais dans l'absolu, l'islam, pas plus que n'importe quelle autre religion, n'est ni soluble ni indissoluble ni insoluble dans la démocratie. Elle peut être l'objet de manipulations comme n'importe quel autre. Dans ce sens, il est bon de rappeler que le régime algérien qui est en train de dire il faut me supporter parce que je n'ai pas de bilan à opposer, je n'ai même pas de projet à offrir, mais si ce n'est pas moi, c'est les islamistes qui vont arriver. Bon, voilà à peu près ce qu'on sérine depuis maintenant une quinzaine d'années pour justifier la congélation politique
en Algérie, qui à mon avis est une bombe à retardement dans la région, mais ça c'est un autre problème. C'est le FLN qui a transformé le week-end, qui était chez nous samedi, dimanche, comme dans tous les pays de la région, au jeudi, vendredi, pour complaire à un islamisme naissant et l'opposer aux forces démocratiques que nous étions à l'époque. Personne n'avait demandé cela, c'est le FLN. C'est aussi le FLN dont j'ai vu que le secrétaire général était invité ici, qui a produit, et je viens de refaire une étude sur les statuts personnels de toute la rive sud de la Méditerranée, qui, hormis le code séoudien, est le plus archaïque depuis 1984. C'est le FLN qui a produit le code de la famille qui, littéralement, néantise ni la femme algérienne. L'actuel chef de l'État va faire une mosquée de 120 000 places en plein Alger, mosquée que personne n'a demandé, alors que je suis député. Nous n'avons pas de salle digne de ce nom pour habiliter une assemblée nationale. Donc la manipulation de la religion n'est pas nécessairement un appel fervent, exalté de croyants, c'est souvent un instrument de prise de pouvoir. Donc cela existe partout, cela dépend du niveau culturel des sociétés qui font que l'on se protège ou que l'on cède devant cette tentation. Mais il est clair qu'à chaque fois que l'on se saisit de la religion pour investir le pouvoir politique, la dérive sanglante est inévitable. Jean-Louis Bianco, la question de la laïcité a été un moment au cœur de cette campagne présidentielle. Des candidats s'en sont servis, l'ont utilisé pour combattre, et c'est leur droit, le candidat socialiste. Est-ce que vous estimez, vous qui êtes un des acteurs majeurs de la gauche depuis maintenant quelques décennies, est-ce que vous estimez que la gauche française, au regard des questions de l'intégration des musulmans et des Français du Maghreb dans ce pays, est-ce que vous estimez que la gauche française a été faible sur la question de la laïcité? Alors non, mais je vais expliciter ma réponse. Pas faible sur la question de la laïcité, mais faible sur les conditions de l'intégration, notamment dans les cités et dans les banlieues, mais problèmes d'intégration qui sont... j'ai participé récemment à un débat avec des jeunes socialistes des cités, des quartiers, des banlieues. D'ailleurs, on a un vrai problème pour nommer les choses, de même qu'on parle de candidats ou de responsables issus de la diversité, ce qui montre bien l'embarras dans lequel on est. Et ce que moi j'ai retenu, y compris de certaines recherches sociologiques récentes, c'est qu'on a tendance à oublier la caractérisation du lieu où l'on vit, de la classe sociale à laquelle on appartient, du niveau d'éducation qu'on a. Bien sûr que la dimension religieuse au sens culturel, au sens de foi, rajoute un problème. Mais ça n'est pas, en France en tout cas, la seule dimension. Donc, l'intégration à la française, c'est-à-dire un modèle idéal où chacun est d'abord citoyen, avant d'être blanc, noir ou jaune, avant d'être fils d'immigré ou pas fils d'immigré, ce modèle-là, moi je continue à y croire, il n'a pas eu que des échecs. Il y a eu des formes d'intégration. Je pense que la France, c'est probablement le pays européen où il y a de loin le plus de mariages, entre guillemets, mixtes, entre des Français depuis plusieurs générations et des enfants nés en France de parents étrangers ou arrivés en France plus tard. Mais malgré tout, ça a été un échec. Mais je voudrais insister, c'est un échec de l'intégration des jeunes des quartiers des banlieues et pas seulement de l'intégration des Français d'origine maghrébine. Pour le reste, je crois qu'en effet, l'utilisation qui est faite, mais pas seulement dans la campagne, l'utilisation est très choquante. Je rappelle d'abord que c'est, et je ne fais pas de polémique, je cherche vraiment à apporter un élément en réponse à votre question. C'est l'actuel candidat président, ministre de l'Intérieur, qui a accepté d'aller en 2003 à une réunion de l'UOIF où les femmes étaient d'un côté et les hommes de l'autre. Moi, je n'accepte pas ça dans un pays comme la France. Ce n'est pas la notion que j'ai de la femme. C'est le même qui a parlé à de nombreuses reprises d'une laïcité positive. Entendez par là une laïcité qui soit peut-être plus accommodante avec la chrétienté, et qui a eu ce mot extraordinaire en allant voir le pape
accompagné d'ailleurs d'un grand défenseur de la cause féminine, M. Bigard, qui parle de lâcher de salope. Le pape a reçu M. Bigard qui parle de lâcher de salope. Enfin, ce sera à lui de s'expliquer. Moi, j'ai rendu ma carte de ce côté-là depuis très longtemps. Donc, il a osé dire que jamais l'instituteur ou le pasteur ne pourrait jouer le même rôle que le curé parce qu'il n'était pas animé les mêmes valeurs. Petite parenthèse, il n'a jamais parlé d'imam. Pour lui, il y a le curé ou le pasteur. Donc, il y a vraiment une dérive par rapport aux valeurs de base de la laïcité qui s'est conduite dans le discours et pas seulement dans la pratique. Alors après, on a des débats difficiles, mais je ne veux pas être trop long. Moi, j'ai hésité sur la burqa. Certains de mes camarades, comme Manuel Valls, ont voté la loi. Robert Badinter, avec un plaidoyer très brillant, a voté la loi. Mon interrogation était celle-ci. Évidemment, ça ne me plaît pas. Évidemment, ce n'est pas acceptable dans l'espace français. Est-ce qu'il faut donc le sanctionner ou est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu une guerre des civilisations? Saïd Sadi voulait rajouter un mot. Oui, j'interviens dans le débat français, ce n'est pas du tout pour faire de la polémique, j'ai assez d'adversaires là-bas pour ne pas m'en attirer ici. Mais comme nous avons une longue histoire entre nous et la gauche française, sur ce registre-là, je dois dire qu'il y a eu comme un hiatus. Peut-être aussi nous-mêmes, en attendant plus de la gauche que de la droite, donc c'est en ce sens que nous sommes plus exigeants. Et il n'y a pas eu toujours la réponse adulte que l'on devait, à mon avis, opposer à cette question. Je ne sais trop si c'est la culpabilité postcoloniale, si c'est les fluctuations de la gauche pendant la guerre de libération ou même certaines relations avec le FLN d'après-guerre qui ont fait qu'il y a une forme de prudence qui a jeté le trouble dans les démocrates algériens là-dessus. J'ai beaucoup discuté avec les socialistes français. Un certain nombre étaient très clairs sur ce genre de positionnement, disant que si jamais on commence à faire une dégradation, une nuance dans les positions, ça peut dériver très vite. Et on est arrivé à une forme de condescendance qui nous a beaucoup gênés, qui consiste à dire, attention, dès lors qu'il s'agit de quelqu'un de religion musulmane ou d'origine nord-africaine, il faut savoir entendre un comportement qui n'est pas nécessairement celui que la citoyenneté devrait engager. Dit plus clairement, à un moment donné, nous nous sommes sentis heurtés. C'est une forme, je ne dis pas de racisme, mais de stigmatisation à l'envers, par le creux. Ces gens-là étant insuffisamment cortiqués, on peut tolérer qu'ils puissent commettre des choses que l'on doit absolument ne pas admettre lorsqu'il s'agit d'un blanc. Et je pense que c'est là que commencent les dérives, et ce qui se passe aujourd'hui dans vos banlieues participe aussi de ce manque de vigilance ou quelquefois cette volonté d'accompagner certains comportements qu'il faut savoir dénoncer, fût-il le fait de gens d'origine nord-africaine, étant évidemment de nationalité française. Mais là-dessus, je dois dire qu'on a eu beaucoup de mal avec la gauche française. Voilà. Alors on est vraiment entré dans le débat parce que chacun veut répondre à l'autre, donc je rends le micro à Jean-Louis Bianco. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, donc, y compris dans mon propre parti et dans les années d'exercice de pouvoir par la gauche. Probablement, sans qu'on fasse de la psychologie de café du commerce, pour la raison d'une sorte de complexe post-colonial, probablement. C'est vrai aussi qu'il y a quand même, musulmans, pas musulmans, originaires du Maghreb, pas originaires du Maghreb, à concilier dans la laïcité, je le rappelais tout à l'heure, les libertés, liberté de croyance, liberté de culte et la règle générale de la République, l'ordre public. Et je vais prendre l'exemple, non pas du voile intégral, mais du voile tout court. La question s'est posée dans les années 80. Moi, à l'époque, j'acceptais la formule, je ne sais plus de qui elle est, à propos des jeunes filles de familles de culture musulmane, peu importe qu'elles rentrent, c'est une formule raccourcie, peu importe qu'elles rentrent avec un voile pourvu qu'elles sortent en jean. Ça veut dire la vertu intégratrice de l'école. J'ai changé d'avis quand j'ai parlé longuement avec des enseignants, avec des associations de parents d'élèves, avec des directeurs d'établissement, et j'ai considéré qu'au-delà d'être éventuellement un choix individuel d'une jeune fille en difficulté d'intégration, sous pression de ses frères ou de sa famille, c'était, je l'ai considéré moi, comme une offensive délibérée, entretenue par un certain nombre d'avocats et par un certain nombre de réseaux contre les valeurs de la République. Donc autant j'étais hésitant sur la burqa, autant j'ai été sans hésiter pour la loi interdisant les signes ostentatoires à l'école. Bon, alors, on va proposer
à la salle de poser des questions. Alors, je vois que beaucoup de mains se lèvent, donc on va le faire. On a 3 quarts d'heure, ce qui est bien, ce qui est même très bien. Je vous en supplie, je supplie toujours, ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave. On pose des questions et on essaye d'éviter les trop longues interventions. Sid Ahmed Rosali veut prendre la parole, il est à ma gauche, descendez-lui un micro, et tout le monde aura la parole, on a 45 minutes, ça n'en a jamais eu autant. Alors descendez-lui un micro, et il va intervenir, c'est très intéressant, et nos invités répondront à son intervention et à sa question. Cher ami, c'est à vous. Je ne vais pas poser des questions, parce que aussi bien ce qu'a dit Jean-Louis Bianco que ce qu'a dit le Dr Saadi me convient parfaitement mon analyse. C'était très clair. Mais j'aurais aimé, mais peut-être le temps ne leur a pas permis, de... Plus près le micro de la bouche. Merci. Quand on parle de laïcité, pour le cas des pays arabes, des pays musulmans, la difficulté, c'est que c'est un sujet qui est tellement brouillé par d'autres considérations, et notamment des intérêts économiques, qu'on se trouve en train de donner à un mot ou à une problématique un sens qui dépend de celui qui les prononce. Jean-Louis Bianco a bien pris la précaution de dire est-ce que l'islamisme est soluble dans la démocratie? Mais le débat général, ce n'est pas celui-là. Lui, tel qu'il l'oppose, oui. Mais le général, c'est est-ce que l'islam est soluble dans la démocratie? Donc ce qui est en cause, à cause de ce brouillage et cette problématique du choc des civilisations, etc., elle est brouillée par la manière dont les forces agissantes, aussi bien la force impériale que les pouvoirs dans les pays, dans nos régions, que par les porte-parole de l'islamisme. Et Dr Saadi l'a bien souligné, il y a une instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Et là, pour moi, le problème, je ne dis pas quelle est la place de la laïcité, je dis quelle est la place de la religion dans une société moderne. C'est comme ça qu'il faut poser. Et ça, c'est un problème de long terme. Mais est-ce qu'il est la priorité? Dr Saadi a dit le discours un peu que prononce le pouvoir, si vous ne votez pas, c'est les islamistes qui a posé. Il a mal posé il aurait dû expliciter. Parce que quand il dit c'est les islamistes qui vont prendre le pouvoir, en réalité, c'est le terrorisme qui va revenir. C'est ça qu'ils veulent dire. Parce qu'ils savent très bien que les islamistes, d'abord, ils sont déjà au pouvoir en Algérie. Les islamistes déclarés en tant que tels. Ils sont déjà dans l'alliance présidentielle. Donc il y a une instrumentalisation de l'islam qui est faite aussi bien par les pouvoirs despotiques locaux que par la puissance impériale, que par les Occidentaux, et les sociétés civiles sont entraînées dans un dialogue soi-disant culturel. Alors, la priorité simplement, pour nous, dans nos pays, c'est quelles sont les priorités de nos problèmes? Quelles sont les priorités? Est-ce que cette histoire de solubilité de l'islam ou de l'islamisme, est-ce que c'est la question urgente à régler? Non. Saadi a cité Bourguiba. Il a dit que c'était un despote éclairé. C'est vrai que Bourguiba était c'était le pouvoir autoritaire. Mais Bourguiba était légitime. Il était accepté par la population. Et c'est pour ça qu'il a su, parce qu'il était légitime, fort de sa légitimité, il a été le seul chef d'État musulman à, par exemple, boire un verre d'eau pendant le mois de Ramadan, ou bien à imposer le statut de la femme, ou bien même à parler en 1965 de la reconnaissance
de l'État d'Israël pour résoudre le problème palestinien. Donc, le problème qui se pose pour nous, c'est le problème de la légitimité du pouvoir. Ce qui fait la spécificité de la Tunisie, c'est qu'elle a eu la chance d'avoir un pouvoir pendant les premières décennies de l'indépendance légitime et qui a su, même en violentant sa population, faire des avancées. Le problème de la place de la religion, c'est un problème, c'est un débat qui va durer 100 ans. Donc Saïd Saadi va vous répondre. J'essaye de résumer d'une formule une partie de l'intervention de Sidi Ahmed Ghazali. Est-ce que vous estimez que oui ou non, la question du rapport entre l'islam et la société, l'islam et la politique n'est pas la question essentielle aujourd'hui pour votre pays? Le fait est que partout où on aborde la question du pouvoir politique dans le Sud, la question de l'islam est inévitable. Hier, j'étais encore dans un colloque à Barcelone, il y avait des Libyens, des Égyptiens, des Marocains, des Tunisiens, il n'était question que de cela. Donc la question, même si on ne veut pas en parler, elle s'impose à nous. Non, ce que disait Sidi Ahmed Ghazali, c'était un, est-ce que c'est le moment? Deux, est-ce qu'il est opportun d'utiliser le terme laïcité? Nous avons guerroyé pendant des années et des années sur cette position qui consiste à dire je me mets sur la défensive parce que mon vis-à-vis va tenir compte de ma responsabilité et ne pas avancer de manière outrecuidante sur ses excès, ne pas assumer ses outrances. Je crois que c'est un calcul faux et dangereux. Si les intellectuels algériens avaient assumé les débats identitaires, religieux, économiques, etc., mon intime conviction, c'est que le peuple algérien aurait été suffisamment responsable pour entendre ce qu'on lui propose et faire le choix qui lui convient le mieux. Et je crains qu'à trop vouloir dire il ne faut pas dire ceci parce qu'on ne peut pas l'entendre comme on souhaiterait que ce soit entendu, amène nos adversaires, eux qui ne se gênent pas, à occuper l'essentiel de l'espace. Je rappelle à Sidi Ahmed, avec lequel j'ai des discussions passionnantes par ailleurs, que lorsque nous avons soulevé la problématique des droits de l'homme en Algérie, que n'a-t-on entendu? Voilà des hurluberlus manipulés par l'Occident pervers qui viennent polluer la belle révolution algérienne. Et j'en ai eu pour 3 ans de bagne à cause de ça. Depuis qu'on a forcé le barrage, le pouvoir algérien non seulement a été obligé d'intégrer la thématique des droits de l'homme dans le débat public, mais nous a fabriqué 3 ligues. Pareil, sur la question de l'identité, lorsque nous soulevions la nécessité d'aborder l'identité algérienne dans l'ensemble de ses constituantes, qu'elles soient arabes, berbères, musulmanes, nous avions été accusés de tous les maux, diviseurs, manipulés par l'extérieur, etc., etc. Aujourd'hui, la berbérité, de manière symbolique, il est vrai, est inscrite dans la Constitution. Si l'on attend que l'on nous dise que le curseur est au niveau où il doit être pour pouvoir traiter d'un problème sensible, je crains que dans des sociétés en régression comme la nôtre, la dynamique de régression nous entraîne tous. Mon intime conviction est qu'il faut savoir dire ce qu'on a en conscience, devoir assumer comme étant une proposition pertinente et légitime pour la société. Voilà. J'aurais bien entendu aussi l'intervention de Sidi Ahmed Ghazali. Alors, je vais reprendre ensuite là où Saïd Saadi s'est exprimé. Les questions qui étaient posées, c'était l'islam est-il soluble dans la démocratie? Je dirais oui, évidemment, comme n'importe quelle religion. L'islamisme est-il soluble dans la démocratie? Je ne sais pas, j'espère. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois l'un et l'autre, à propos de Enarda. Est-ce qu'il faut prononcer le mot de laïcité? Moi, je laisse ce choix aux démocrates et aux défenseurs des droits de l'homme dans chacun de vos pays. Par contre, je pense que nous avons ensemble, nous qui sommes attachés aux mêmes valeurs démocratiques et laïques, en tout cas de sécularisation, nous avons à regarder les situations concrètes. Quel est le sort fait aux femmes? Quelles sont les valeurs qui sont propagées? Comment fonctionnent les droits de l'homme? Y a-t-il une vraie liberté sur Internet? Alors on peut appeler ça laïcité ou pas appeler ça laïcité, mais c'est sur ces sujets concrets qu'il faut juger. Et par rapport à l'identité, vous vous rappelez tous le débat qu'on a eu au moment de la, entre guillemets, Constitution européenne. Il y a eu une très vigoureuse bagarre parce que le texte qui était proposé parlait des racines chrétiennes de l'Europe. Et je me rappelle très bien que Lionel Jospin s'était opposé avec la dernière énergie. L'Église d'ailleurs plaidait dans ce sens. Nous avons, un peu si j'ose comme vous, nous avons effectivement une identité grecque,
romaine, chrétienne, musulmane, des Lumières. Tout ça, c'est l'identité de l'Europe. Ce n'est pas que l'identité chrétienne. Donc ce débat sur l'identité, il est très important, mais je pense qu'il faut le poser en des termes concrets tout de suite. Et là, on voit s'il y a progrès ou s'il y a régression. Alors, monsieur, oui, on y arrive. Monsieur avec la chemise bleue rayée, là, qui a levé la main tout à l'heure. On va faire tourner un peu le micro. Allez-y, posez votre question. Bonjour. Hassen Boukhelifa, avocat au barreau de Marseille. Merci à Saïd Saadi, à Jean-Luc Bianco de nous offrir ce beau débat ici dans cette ville de Marseille. Et on tient à vous remercier d'être venu ici aujourd'hui. Voilà, donc j'ai une question à Saïd Saadi, une question à Jean-Luc Bianco. Jean-Luc Bianco, tout à l'heure, vous avez rappelé la définition légale de la laïcité. Très très belle définition en effet. Moi je rappellerai juste que la laïcité, ça n'a jamais été la négation des religions, c'est le respect de toutes les religions sans qu'aucune d'entre elles ne vienne interférer dans le pouvoir temporel. Le spirituel doit être séparé du temporel. Donc ma première question à Saïd Saadi, est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité, l'islamisme politique, je dis bien islamisme politique, les termes sont très très importants, je suis juriste et j'attire l'attention du public sur l'exactitude des termes. Est-ce que l'islamisme politique, vous ne pensez pas qu'en réalité, elle est insoluble dans la démocratie? Car en réalité, ceux qui sont les tenants de cet islamisme politique n'ont qu'un seul objectif, c'est qu'une fois qu'ils auront usé et abusé des règles démocratiques qu'on leur offre, ben, tout simplement, une fois qu'ils seront au pouvoir, ils vont essayer d'arriver à leur rêve. Et leur rêve, en réalité, c'est de créer un État théocratique. On a parlé tout à l'heure d'un Nahda en Tunisie, j'y étais la semaine dernière. Il y a aujourd'hui tous les jours des manifestations de Tunisiens qui mettent en alerte le régime des Nahda en disant attention, là vous allez toucher à nos libertés fondamentales. Il y a eu des manifestations devant le théâtre où le régime des Nahda a voulu la semaine dernière interdire une manifestation théâtrale, tout simplement, une manifestation culturelle. Au Maroc, le PJD de Ben Kiran, il a en effet cette volonté qu'il montre aux médias d'être un islamisme tolérant. Mais moi, la crainte que j'ai, et je voudrais que Saïd Saadi nous réponde, est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité, l'islamisme politique, c'est un leurre et que la seule volonté de cet islamisme politique, c'est de se servir de nos règles démocratiques pour arriver au pouvoir et ensuite instaurer à terme, je dis bien à terme, un État théocratique. Alors maintenant, la question à Jean-Luc Bianco, on enchaîne. Alors, on utilise l'islam de l'autre côté de la Méditerranée, on utilise aussi l'islam, je suis désolé de le dire, ici en France. Est-ce que vous ne pensez pas que les tentatives éhontées du candidat sortant Nicolas Sarkozy, qui profite d'un événement dramatique qu'on a tous bien évidemment dans le cœur et qu'on a dénoncé ce drame de Toulouse et de Montauban, est-ce que vous ne pensez pas que Nicolas Sarkozy utilise ou essaie d'utiliser cet événement dramatique pour encore une fois mettre au banc l'islam, puisqu'on assiste en effet depuis 5 ans à une tentative éhontée de ce régime de Nicolas Sarkozy de stigmatiser les musulmans, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne veut pas stigmatiser les religions, on stigmatise la religion musulmane. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'en effet, ces tentatives-là ne sont que des tentatives à des fins électoralistes à quelques semaines du premier tour des élections présidentielles? Merci. D'abord Jean-Louis Bianco sur la... Jean-Louis Bianco sur la question franco-française et Saïd Saadi. Je vais pouvoir répondre très vite. Oui, évidemment, mais ce n'est pas seulement parce qu'on est en élection, et c'est ça qui est plus grave. C'est une tendance depuis 5 ans, ou même depuis 10 ans, d'exploiter les peurs qui existent, d'exploiter le terrorisme qui existe pour dresser les Français les uns contre les autres, et en particulier contre les musulmans. Donc c'est cette confiance qu'il faudra rétablir si, comme je l'espère, François Hollande est président de la République. Saïd Saadi. Alors sur la question de l'islam politique, l'islamisme politique. Bon, mot pour mot, je répondrai à Maître Boukhelifa. L'islamisme politique, ça me semble être un peu un pléonasme. L'islamisme est déjà politique, faisons. Voilà. On peut parler d'islam radical, effectivement. Donc, est-ce que l'islamisme est soluble dans la démocratie? Encore une fois, il n'y a jamais de formule définitive qui suffirait, d'équation à résoudre pour que la chose soit définitivement apaisante. La vie est évolution, la vie est instable, la vie est fonction des rapports de force qui la régissent. On peut admettre l'existence d'un parti politique à connotation religieuse dès lors que l'on a dit très clairement qu'il y a un cahier des charges qui, lui, n'est pas négociable. Et c'est là l'erreur qu'a fait le pouvoir algérien en 1991. On ne laisse pas concourir un parti politique dans une élection qui vous dit « OK pour une élection, mais une fois, si c'est moi qui gagne, terminez la démocratie. Démocratie à coffre. La démocratie est hérésie. » Ça a été dit plusieurs reprises.
dès lors que je suis le dépositaire de la volonté divine. Donc c'est en amont que ces histoires-là se traitent. Il n'y a personne qui peut se réclamer d'une autorité, d'un investissement, d'une délégation de la divinité pour venir régler les questions qui peuvent nous lier ou nous opposer quotidiennement. Lorsque cela est tranché, on peut comprendre qu'un parti politique souhaitant mettre plus de conservatisme, vous diriez, vous, ici, veuille investir la vie institutionnelle. Mais si, souvent par lâcheté, par démission ou pire par calcul politique, on évacue les préalables qui doivent tout conditionner, à ce moment-là, il est clair qu'on va au-devant de problèmes. Il n'y a même pas besoin de les tester une fois au pouvoir. Ils le disent auparavant. Nous ne reconnaissons pas les valeurs démocratiques. Nous sommes là pour les éradiquer, pour les éliminer. La vérité, c'est Dieu. Dieu, nous en sommes les représentants. Et à ce moment-là, que chacun s'y soumette ou pas. 24 heures après les élections de 1991, les Algériens qui sont ici dans cette salle s'en souviennent. Ceux qui ne veulent plus se soumettre à la nouvelle loi doivent quitter le pays. Nous sommes prêts à affréter, je cite, autant de bateaux qu'il faudra pour évacuer les mécréants. Les habitudes alimentaires et vestimentaires doivent maintenant s'imposer, les nouvelles habitudes alimentaires et vestimentaires doivent maintenant s'imposer à tous, et j'en passe. Mais l'erreur a été commise avant, pas après. Ça rejoint un peu ce que disait cet Amdouzali, il ne faut pas avoir peur d'édicter les lois qui régissent la cité démocratique de manière claire et de dire qu'elles ne sont pas négociables. Voilà la chose qu'il faut absolument assumer. Alors on va essayer de monter un peu vers en haut parce que je regarde qu'en bas, moi. Monsieur avec la chemise marron là, qui lève la main au milieu, on redescendra après, mais il faut un peu distribuer. Non, au-dessus là. Monsieur là qui a un sac. Voilà, ici, ce monsieur là. Parce qu'il faut un peu monter. Distribution de la parole. Allez-y, monsieur. Essayez. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de me donner le micro. Donc, j'aurai rapidement deux questions. Donc, la première question, elle s'adresse à M. Saadi et à M. Bianco. Et la deuxième, elle s'adresse à M. Saadi. Donc, moi, je pense, mon avis personnel, je pense que avec ces histoires d'islamisme, d'ennahda, de terrorisme, moi, il me semble qu'on essaye de faire peur exagérément aux gens. Et je pense que le problème dans les pays du Maghreb, notamment en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc, le premier souci de la jeunesse, c'est des soucis d'emploi, c'est des soucis de logement, d'avenir. Je pense qu'on essaye, c'est vrai que la question de la laïcité est pertinente, mais il me semble qu'on essaye de faire peur un peu trop aux gens. Il y a un peu d'exagération de ce côté-là. La deuxième question, pour M. Saadi, donc, je l'ai entendu se réclamer de la qualité d'opposant et de la défense des droits de l'homme. Je rappellerai simplement que M. Saadi a défendu l'interruption du processus électoral et avec tout le cortège de violence et d'abus qui s'en est suivi. Et que, bon, pour la question des droits de l'homme, les embastillements et les tortures qu'ont subi les militants islamistes, c'est des hommes comme tous les autres. Je ne vous ai pas très entendu les défendre. C'est les islamistes qui ont été embastillés injustement. Voilà, okay. Merci. Votre réponse. Allez-y, ça dit. Alors, bon, je ne vais pas amener notre tchouk algérienne ici et l'imposer au public français. Je ne sais pas si vous n'êtes pas informé ou si, à la limite, vous faites de la politique, auquel cas vous seriez dans votre rôle. Le soir des élections de 91, sur les ondes de la radio Chaîne 3, donc c'est public, ce n'est pas une confidence que je vous ai faite, je déclarais ceci. Si ces résultats sont conformes à l'expression de la volonté populaire, il faut les respecter, étant entendu qu'on ne décide pas de tout et pour tous parce qu'on a gagné une élection. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair que cela, c'est un truc public, vous ne pouvez pas le nier. Malheureusement, 48 heures plus tard, je fais un tour en plein centre d'Alger, la rue Belmhedi. Pour ceux qui étaient là-bas avant, c'est la rue d'Izli, c'est le cœur d'Alger. Je trouve 2 tribunes. C'est quoi? C'est des tribunaux populaires qui vont juger des infidèles. Une liste de 36 000 personnes à exécuter circulait partout dans Alger. Et à ce moment-là, je dis oui, il fallait arrêter ce processus électoral et je l'assume.
Et je suis prêt à dire la même chose au jour d'aujourd'hui. Les partis islamistes peuvent concourir dans une élection. Mais si un parti islamiste vient à gagner une élection et qu'il dit que la loi ou que la constitution sur laquelle je me suis porté candidat n'existe plus et que seule ma volonté existe, il me trouvera en face de lui comme il m'a trouvé en face de lui en 1991. Je n'insisterai pas plus, ça me semble un peu indécent de m'attaquer sur la question des droits de l'homme. J'ai passé, je ne suis pas de ceux qui s'émeuvent sur son sort, j'ai passé 3 années de ma vie dans un bagne pour que des islamistes soient défendus. Et puisque vous connaissez Ali Belhadj, demandez-lui qui a fait une grève de la faim en prison pour qu'il soit sorti du cachot. Nous étions dans la même prison, pas pour les mêmes raisons, je vous rassure. Pour qu'il soit sorti du cachot, disant qu'il a le droit de s'exprimer, y compris en prison. Je n'insisterai pas plus que cela. Alors sur la jeunesse. Alors, la première question aussi était intéressante. Sur la jeunesse, on entend cela. C'est quand même terrible qu'une problématique qui a fait dériver un combat pour la libération nationale qu'on a donné avec quelques excès, je le dis, comme exemplaire dans le tiers-monde, soit arrivé à cette impasse historique, parce que l'Algérie n'est pas simplement dans une crise politique, elle est dans une impasse historique, et qu'on vienne encore nous dire aujourd'hui qu'il ne faut pas parler, simplement parler, de ce qui est à l'origine de cette crise qui ensuite s'est déclinée sur les terrains sociaux, politiques, institutionnels, culturels, etc., etc. Alors quand vous me dites que le problème du jeune Algérien, c'est d'avoir un emploi, une formation, d'abord je vous dirais que lorsque les dirigeants algériens se débrouillent pour pervertir le système éducatif, il a peu de chances de disposer d'une élection de qualité. Je vais donner un petit exemple. Désolé d'être un peu long, mais c'est important. Dans les années 72-73, nous voyons que l'école était faite pour servir 2 collèges de citoyens. Il y avait l'école bilingue et l'école arabisée. Et on s'est amusé en tant qu'étudiants à lister les responsables du parti État. À l'époque, c'était le parti unique. Sur les 676, entendez-moi bien, dirigeants du parti ou de l'État, 672 sur 676 avaient mis leurs enfants au lycée Descartes, qui était un lycée français à l'époque, dans les écoles privées qui existaient à l'époque, en leur donnant des bourses à l'étranger, et seuls 4 les avaient mis dans l'école publique. Ce n'est pas une erreur. On peut faire des erreurs en politique, c'est une faute. On a organisé une boucherie institutionnelle pour que le peuple algérien soit pris en otage de la violence, de la stérilité intellectuelle et d'une performance qui ne le prépare pas à exercer des responsabilités. Alors quand vous me dites que le jeune Algérien demande à travailler, moi je vous dis que la première demande du jeune Algérien, c'est de rester vivant. Je suis persuadé que si on n'avait pas perverti l'éducation nationale, beaucoup d'Algériens seraient aujourd'hui vivants, et peut-être même dans cette salle, ils ne seraient pas montés au maquis pour tuer des gens, pour violer des femmes enceintes, etc., etc. Donc s'il vous plaît, ne répétons plus jamais ce genre de censure, parce que c'en est une, qui consiste à invoquer la demande légitime du jeune pour l'empêcher de disposer des instruments intellectuels, éducatifs qui lui permettent d'exercer son libre arbitre. C'est la priorité de tout. Question suivante. Monsieur qui lève la main, là, il est grand, donc on voit bien sa main. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Une question qui va s'adresser à M. Jean-Louis Bianco d'une part et peut-être avec quelques nuances à M. Saïdi aussi. Je voulais vous demander quel est votre avis sur la défaillance économique de l'intégration qui a eu pour conséquence l'absence pour les individus issus de l'immigration en France et non issus en Algérie, par exemple, donc d'absence de rôle social et donc une recherche d'identité vers des voies qui sont non laïques. Merci de votre réponse. Jean-Louis Bianco, donc l'échec économique et social responsable de l'islamisme.
je ne sais pas si l'échec économique et social est responsable, ou le seul responsable, ou le principal responsable de l'islamisme. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un échec économique et social. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su organiser les choses, et ça n'est pas impossible. Il y a quand même quelques exemples dans les quartiers, dans les cités, dans les banlieues françaises, de manière à faire en sorte qu'il y ait une alternative à la drogue ou à l'islam. Ça veut dire aider vraiment les gens qui veulent créer leur entreprise. Ça veut dire combattre la drogue et combattre les petits trafiquants de drogue et pas seulement les grands chefs, parce que c'est l'économie qui fait tourner les cités. Donc, si on dit à ces jeunes, et si on leur donne les moyens d'agir, de faire quelque chose, qu'ils soient d'origine maghrébine ou pas, quand ils sont dans ces quartiers, je pense qu'ils s'en sortiront mieux, mais il faut y mettre les moyens. Ce n'est pas forcément hyper coûteux si on les met aux beaux endroits. Il faut qu'il y ait en effet des associations et un renforcement de l'éducation. C'est la clé du développement, qu'ils puissent croire en leur chance. Il faut qu'ils aient des exemples à côté d'eux. Les seuls exemples qu'ils ont en général, c'est des gens qui sont dans le banditisme ou dans la délinquance. Et donc je pense qu'on n'est pas assez dur dans le combat contre les kalachnikovs dans les cités et dans le combat contre la drogue dans les cités. La salle, monsieur tout en haut, qu'il y a deux, le monsieur de droite, à ma droite, là, qui a levé la main, allez-y. Il nous reste un bon quart d'heure. Deux questions, là-bas, à droite, voilà. Allez-y, monsieur. Avec l'émotion, il y a un trou. Alors, je vais passer le micro au monsieur, parce que c'était un sujet qui m'a pris, et du coup, là, ça me. D'accord, allez-y, monsieur. Posez votre question. Je me permets une petite remarque. C'est que 50 ans après les lois de 1905, le MRP était toujours un parti de la République française. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'il a disparu. Donc, un parti qui se prétend d'inspiration d'une religion n'est pas contradictoire avec la vie publique. Deuxièmement, je voulais faire remarquer que ce qui est dangereux dans la notion globale d'islamisme, c'est le salafisme. Et le salafisme est une secte de l'islam. La France a tout un arsenal juridique pour lutter contre les sectes, et j'ai rarement entendu les politiques dire qu'ils organisaient cette lutte contre les sectes et que contre cette secte-là, et qu'ils instauraient un contrôle de la formation des imams. Jean-Louis Bianco, puisque vous avez été responsable politique et que vous l'êtes toujours. En ce qui concerne le salafisme, il n'y a pas que. Il n'y a pas que le salafisme. On en parle beaucoup maintenant, mais il n'y a pas que ça dans une forme d'islamisme qui veut dicter la loi de la religion sur la vie de la cité. Parti d'inspiration chrétienne, vous avez effectivement le ERP et les chrétiens démocrates en Allemagne. Ça illustre aussi ce qui était dit tout à l'heure. Dès lors qu'ils ne remettent pas en cause la loi globale, la Constitution, ce qu'on peut appeler en France la laïcité. Alors oui, on peut sans doute les combattre comme une secte, vous avez raison, on ne l'a pas fait assez, mais sachant que le combat contre les sectes en général, et ça renvoie à une vraie difficulté, moi je n'ai pas la réponse, est souvent très difficile, parce que comment vous distinguez une secte d'une religion ? La frontière n'est pas toujours évidente. Monsieur, ici. Alors, je vous ai réprimandé hier pour une question trop longue. Alors, soyez. Je vous rends la parole. Je vous ai à l'œil, mais soyez bref. Hein. Allez-y. Merci. Allez-y. Voilà, les croyances les mieux établies et les plus enracinées dans l'opinion publique contemporaine, dont a fait allusion M. Bianco tout à l'heure, l'islam, laïcité, démocratie. Entre ces trois notions, il existe effectivement un syllogisme. L'islam est hostile à la laïcité. Or, la laïcité est indispensable à la démocratie. Donc l'islam est incompatible avec la démocratie, ce qu'avait souligné M. Bianco. Est-ce que dans le monde... J'ai dit qu'il y avait ce raisonnement-là et que je ne le partageais pas, mais j'ai dit que ce raisonnement était présent. Effectivement, M. Bianco. Donc ma question est la suivante. Est-ce que dans le monde arabe, et particulièrement en Algérie, qui est en pleine mutation, en pleine métamorphose, va-t-on se moderniser ou au contraire tomber dans un radicalisme islamique régressif ? Parce que le printemps arabe a par exemple été salué à la fois par les démocraties occidentales, mais aussi par les islamistes iraniens, le Hamas, le Hezbollah et Al-Qaïda. Il y aura forcément des déçus. Donc il y a
la question que je souhaiterais poser, l'expérience de la Turquie dont avait fait allusion M. Bianco. L'AKP, qui est un parti islamique majoritaire, qui est au pouvoir depuis 2002, suscite une attention croissante de la part des pays arabes. Le modèle turc se compose d'un État laïque, dont a fait allusion M. Bianco, et il est démocratique, dirigé par un parti islamique plébiscité par son peuple, bien que non arabe. Votre question. La Turquie a effectivement fait un taux de croissance économique de 9%. Voilà, la question est-ce que les pays arabes ne peuvent pas s'engager dans un islam moderne, mais pas un islam archaïque, un islam moderne qui puisse s'adapter. Alors, un mot de Jean-Louis Bianco, puis la réponse de Saïd Sadi. Allez-y. Alors, je vais me concentrer sur la Turquie. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure et je veux insister. L'AKP est en effet un parti historiquement islamiste avec des positions dures sur, qui remettait en cause de fait, même s'il ne le disait pas dans les mots, le principe de laïcité introduit dans la constitution turque, d'ailleurs pas tout de suite par Kemal Atatürk, mais en 1937. L'AKP au pouvoir, c'était différent. C'était différent, c'est peut-être un peu la phase que l'on voit actuellement avec Enarda, mais au total, je suis moi plutôt inquiet de l'évolution de l'AKP en Turquie. Les choses sont compliquées, parce que c'est l'armée qui est la garante de la laïcité, et c'est en même temps l'armée qui a des pouvoirs occultes et des pouvoirs financiers. Donc le combat contre l'armée est aussi un combat contre la laïcité parfois. Mais quand je vois un certain nombre de propos des gens de l'AKP, je suis parfois inquiet, et comme à mon avis la démocratie et les droits de l'homme ne se divisent pas, je vois ce qui est fait aux quelques Turcs courageux qui essayent de soulever le problème arménien, je vois ce qui est fait aux Kurdes, et je me dis que là, on n'est pas dans ma conception de la laïcité. J'ajoute qu'il y a quand même des contre-pouvoirs étonnants en Turquie. Il y a quelques années, le gouvernement turc avait décidé, sous pression des islamistes, mais l'argument est fréquent dans le monde arabo-musulman, d'autoriser, non pas de rendre obligatoire, d'autoriser le voile, le foulard, à l'université. La Cour constitutionnelle turque a cassé cette décision en estimant qu'elle était contraire au principe de laïcité. Saïd Sadi. Oui, c'est un problème qui est récurrent. Quel type d'islam, jusqu'où peut-on aller dans la déclinaison politique dans les institutions de la religion? Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut appréhender le problème. Il faut simplement partir de choses très simples. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Il y a un certain nombre de règles qui structurent et doivent régir une société moderne et qui sont non négociables. Le principe de l'égalité des sexes, le respect de la minorité, le principe de l'indépendance de la justice, etc., etc. Ensuite, que le postulant à l'exercice du pouvoir, par conviction personnelle ou bien simplement par nécessité politique, essaye d'infléchir sa conception de la gestion de l'État dans un sens ou dans un autre, dès lors que ces règles ont été entendues et respectées, cela fait partie de la démocratie. Mais ce n'est pas parce qu'on se dit parti islamiste qu'on est plus islamiste que les autres. J'ai parlé tout à l'heure du FLN. Sidi Hamdozali avait raison. Si un parti islamiste, formellement islamiste, arrivait aujourd'hui au pouvoir en Algérie, il chômerait. Tout est fait. Tout est fait. En dehors du statut personnel de l'Arabie saoudite, le code de la famille le plus archaïque de la rive sud de la Méditerranée, c'est celui du FLN. J'ai fait des études de médecine. Dans les années 70, déjà, lorsque Boumediene, condamné comme étant le révolutionnaire patenté du tiers-monde, essayait de disqualifier l'émergence estudiantine démocratique dans les universités, a fait des concessions énormes. Une espèce de fatwa est tombée sur la fac d'Alger qui était absolument remarquable jusqu'au début des années 70. C'était une des meilleures du bassin occidental de la Méditerranée occidentale. Interdisant à l'étudiant en médecine de travailler sur le cadavre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si jamais vous arrivez dans un pavillon des urgences, dans un hôpital algérien, et que vous avez le malheur de tomber sur un jeune médecin, il fera sa première suture sur vous. Donc ce n'est pas le fait qu'on dise islamiste ou pas islamiste, c'est la manière dont est réglée, régentée la vie publique. La nouvelle constitution marocaine, qui définissant les paramètres identitaires du royaume, intègre la judaïté. Au moment où des journaux algériens ont publié en une ma photo avec Bernard-Henri Lévy, qui est un ami,
en disant que ce monsieur s'est laissé commettre avec un juif, on disait même pas sioniste, et que c'était un appel au meurtre. Ce n'est pas officiellement un parti islamiste qui est au pouvoir en Algérie. Donc ça dépend de la manière dont sont posées les règles fondamentales, notamment la Constitution, de la façon dont on accède au pouvoir, dont on l'exerce et dont il est contrôlé. Le contrôle du pouvoir est un attribut consubstantiel à la démocratie. Alors, excusez-moi, mais je vais donner la parole à Mohamed Lakhdar Amina qui voulait dire un mot là ici devant moi et Sid Ahmed Ghazali qui voulait réintervenir. Oui, mais je vous la donnerai aussi. Mais attendez, mais j'essaye de faire au mieux. Oui, mais j'essaye de faire au mieux. Ici, s'il vous plaît, mademoiselle. Allez-y. Allez-y. Moi, je voulais dire simplement une chose, c'est que... Vous voulez le micro? Je voulais dire simplement qu'il y a un an, pendant le festival de Cannes, la 3 avait organisé un débat entre des metteurs en scène l'Algérien que j'étais, des Tunisiens, des Syriens, des Égyptiens, etc., qui venaient parler de leur révolution. Et là, en ce moment, quand on a terminé, j'ai conclu en disant simplement que les chemins de la démocratie, parce que là j'entends parler beaucoup de démocratie, de droits de l'homme, de ceci, de cela. Je reconnais quand même la force de caractère de Saïd Saadi. Je lui reconnais. Parce que pour moi, c'est l'équivalent de Allah yarhamou, c'est mon cousin Mohamed Boudiaf. Tu vois, je te rends hommage pour ça, pour ta force de caractère. Ne crois pas que c'est fraternel, et j'en suis fier. Je dis simplement que les routes de la démocratie ne seront pas pavées de roses, premièrement. Deuxièmement, vous allez vous faire voler. D'abord, la démocratie, avant tout, c'est une évolution. C'est pas, avant de parler d'évolution, il faut parler d'évolution chez nous. Les gens vont à l'école, ils apprennent, etc., etc. Et la démocratie est une culture. Et on n'a jamais vu bouturer la démocratie sur des régimes qui, depuis des décades, des décennies, je ne parle pas de centaines d'années, des régimes rétrogrades, passéistes, etc., etc. On ne peut pas. C'est pour ça que lorsqu'on parle de démocratie, il nous faut la démocratie. Ce n'est pas le fait de dire il nous faut la démocratie. Il faut se préparer à avoir la démocratie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je pense personnellement que quand on parle de parole du peuple, de ceci, de cela, je vais associer simplement, quand on te dit les pouvoirs ne sont pas les mêmes en Algérie ou machin, Bouteflika a le pouvoir, il n'y a aucun problème, c'est lui qui décide de tout, même peut-être de la ménagère d'à côté. Et Sarkozy, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose. C'est pour ça qu'il faut une alternative aux différents pouvoirs. Voilà, c'est tout ce que je tenais. Je tenais simplement à dire que les chemins de la démocratie ne sont jamais pavés de roses. Il y a des clous un peu partout et que pour parler sérieusement de la démocratie, il faut en être conscient. Saïd Saadi va vous répondre, mais comme monsieur est très énervé à côté, passez-lui le micro parce qu'il va m'accuser d'être un horrible censeur, donc donnez-lui le micro parce que ça va être épouvantable autrement. Allez-y, cher ami. Merci de me donner la parole. Et quelquefois, la parole, comme le chemin de la démocratie n'est pas pavé de roses, il faut la prendre. Allez-y. Voilà, merci. Alors, j'avais 2 questions à poser suite à la question que vous avez posée, mais pour laquelle nous n'avons pas eu de réponse, sur le C de RCD. Alors, donc, je m'appelle Bouzid Senan, je me présente. Ce débat est centré sur l'islam, la laïcité, les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Alors j'ai entendu M. Sid Ahmed Ghazali et d'autres parler naturellement du monde arabo-musulman, du monde arabe, de l'identité de l'Algérie, avec maintenant
une reconnaissance de la dimension berbère, des avancées, M. Saïd Saadi a dit. Et alors moi, je pose la question de la diversité et de la reconnaissance pleine et entière de la dimension culturelle. Donc, et là, je repose la question à M. Saïd Saadi sur le C, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou ni sur la laïcité, ni sur les identités profondes des peuples et des nations. Et alors moi, je le dis je fais partie du Congrès mondial Amazigh et nous sommes une association. Et j'ai d'autres engagements sur Marseille pour la coopération et le développement. Et depuis 15 ans, au moins, on a fondé ce congrès dans la difficulté pour faire reconnaître la dimension amazigh berbère de l'Afrique du Nord, de l'Algérie, mais non exclusive du reste. Et ces 50 ans sont organisés par les médias et malheureusement, on n'a pas la force de se battre contre des choses acquises. Nos hommes politiques qui parlent encore de pays arabo-musulmans. Nous le contestons, nous le refusons, que ce soit entendu. Donc, question. Et deuxième question, si vous permettez. Rapidement. Nous avons la chance d'avoir M. Saïd Saadi, homme politique algérien, M. Jean-Louis Bianco, président du Conseil général. Nous avons constaté une grande complicité dans les valeurs, les idées. Et nous sommes franco-algériens sur Marseille, engagés dans une démarche qui vise le rapprochement, comme on l'espère ces 50 ans, mais aussi qui vise l'avenir. Alors, je leur pose la question concrètement, faites quelque chose pour rapprocher les collectivités, là où c'est possible, en Algérie et en France et dans le Sud. Alors, je dis souvent que dans la région PACA, il y a à peine quelques communes, je ne parle pas de la région qui a plusieurs accords de coopération, il y a à peine quelques communes jumelées ou qui ont un accord de coopération décentralisé avec l'Algérie. Faites quelque chose et plus avec une grosse volonté politique et nous sommes là pour Merci beaucoup. Alors, on va redonner la parole à Sidi Ahmed Ghazali et ensuite nos deux intervenants concluront chacun en reprenant l'ensemble de vos questions. Allez-y rapidement parce qu'on doit rendre la salle dans 10 petites minutes. Hein. Je vais être bref et méfiez-vous des hommes publics qu'on dit je vais être bref. Je veux simplement préciser, peut-être j'ai été mal compris, ce que j'ai réfuté tout à l'heure. C'est que vous avez constaté tous, on parle du printemps arabe et la seule question qu'on pose pour le printemps arabe, c'est le problème de l'islamisme. Je dis que cette manière de poser les problèmes tente à brouiller les choses et à vraiment occulter les vrais problèmes que nous avons. Ce n'est pas pour éluder la question de la laïcité, non, je ne suis pas pour mettre la poussière sur le tapis. Et je suis entièrement d'accord avec l'idée que, vous savez, quelle est la devise, sur le plan des textes, quelle est la devise de l'Algérie? Vous la connaissez? Vous, c'est liberté, égalité, fraternité, et nous. Par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Le titre officiel de la République algérienne, c'est la République algérienne démocratique et populaire. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles, sur le plan institutionnel, il y a déjà la réponse. La démocratie, c'est le gouvernement par le peuple. Mais la réalité n'est pas du tout conforme à cela. Donc, c'est poser les problèmes, si vous voulez, de manière réductrice, c'est-à-dire le printemps arabe, hop, la question de l'islamisme, c'est finalement parler comme Kadhafi. La seule chose qu'il a dit, c'est ou moi ou la Qaïda. Comme Moubarak, c'est moi ou c'est l'islamisme, etc., etc. Donc, ne tombons pas dans le piège, hein, dans ce que j'appelle moi le chantage à l'islamisme. Posons les vrais problèmes. Voilà. Merci beaucoup. On va ramasser 3 dernières questions et on répond à tout. Il y a un monsieur là-bas une dame ici. On prend 3 dernières questions. Je suis désolé, il faut rendre la salle. On prend 3 dernières questions et 5 minutes chacun pour nos 2 invités. Allez-y, mademoiselle. Oui, bonsoir. Donc moi, j'aurais une question pour monsieur Saïd Saadi. Donc en tant que jeune femme algérienne, je dis que oui, les femmes algériennes sont victimes d'un islam radical, malheureusement. Et donc la question que je me posais, c'est
comment voyez-vous l'avenir de l'Algérie d'un point de vue religieux? Est-ce qu'un éventuel État algérien laïque pourra exister? Si oui, en tant que jeune Algérienne, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Voilà. Monsieur ici, là, monsieur avec... oui, alors allez-y, vous avez le micro, allez-y, et j'en prendrai une autre et je suis obligé d'arrêter après. Allez-y, monsieur. Rapidement, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Kader Dada, donc je me définis comme étant franco-kabyle. Je suis militant du MAC et j'ai créé une association Amitié Kabylie-Bouches-du-Rhône, justement pour faire des ponts entre les... Alors, votre question. Voilà, donc ma question, c'est surtout pour le docteur Saadi, qui concerne un peu la laïcité et l'identité. Pendant longtemps, donc d'abord, je dois rendre hommage au docteur Saadi, qui a été le premier homme en Algérie qui a défendu ouvertement et publiquement la laïcité. Donc il a été le seul. Mais il faut signaler aussi que on a payé beaucoup avec des vies de beaucoup de militants. Alors votre question, excusez-moi, mais je suis vraiment obligé de vous bousculer. La question que je voudrais demander, c'est comment peut-on défendre la démocratie et la laïcité en Algérie si nous, Kabyles, nous ne pouvons même pas défendre notre droit inaliénable, le droit élémentaire, le droit fondamental d'être et de rester ce que nous sommes, c'est-à-dire des Kabyles, des Amazirs. Ici, je suis obligé, la dernière question, allez-y. Monsieur qui s'est levé, la dernière question, et vraiment il faut en terminer pour que nos deux invités puissent conclure. Mais je vous en prie, une question. Oui. Bonjour tout le monde. Monsieur le docteur, je voulais juste vous poser une petite question. C'est par rapport à la corruption en Algérie. Est-ce que vous ne voyez pas que la corruption est un refuge vers l'islamisme? Les gens vont vers l'islamisme parce que c'est un refuge par rapport à la corruption. Également pour monsieur Bianco, on connaît très bien la jeunesse d'ici. Moi, j'ai vécu en Algérie 25 ans. Je suis musulman, je suis fier de moi, mais je me considère laïque et voilà, je suis musulman comme tout le monde. Les gens, comme tous les musulmans, voilà. Je voulais, excusez-moi, je voulais juste par rapport à la jeunesse d'ici, votre question, qui n'arrive pas à trouver de travail, qui n'arrive pas à être considérés comme tous les Français. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un refuge qu'ils trouvent d'aller vers l'islamisme? Merci beaucoup de votre excellente remarque. Jean-Louis Bianco, 5 minutes. Saïd Saïdi, 5 minutes. On est obligé de s'en tenir là. Jean-Louis Bianco, vous avez la parole. Alors, très brièvement. Très brièvement, moi je reste encore un peu, donc si c'est des questions qui s'adressent à moi, on pourra parler après. Très brièvement, souligner un point qui a été dit ici ou là, c'est qu'en effet, Moubarak et Ben Ali, par exemple, se sont présentés comme des remparts contre l'islamisme, alors qu'ils ont, surtout Moubarak, islamisé la société. C'était aussi un peu ce que disait le docteur Saadi à propos de l'Algérie. Deuxièmement, ce qui est pour moi une très bonne nouvelle de ces mouvements des printemps arabes, on a parlé, à ma connaissance, quasiment jamais, non seulement de Ben Laden et l'Al-Qaïda, mais même pas de la République islamique. C'est l'Iran qui a fait semblant de croire qu'ils étaient aux manettes, et même à Bahreïn, où il y a une forte minorité chiite opprimée par la majorité sunnite, si je fais bref, l'Iran n'a pratiquement joué aucun rôle. Ce que je souhaite pour l'avenir, c'est qu'on puisse poursuivre ce genre de débat, qui est passionnant, qui est fondamental, autour de Marianne, autour des deux rives de la Méditerranée. Je souhaiterais qu'on puisse créer, sans faire un machin comme l'Union pour la Méditerranée, un espace d'échange avec des politiques, des citoyens, des chercheurs, sur comment nous construisons ensemble une laïcité. Et puis pour vous faire rire, un dernier mot pour rappeler effectivement que tous les Arabes ne sont pas musulmans et que tous les musulmans ne sont pas arabes. C'est l'histoire d'un traducteur iranien, je termine sur une note légère, qui raconte que dans son texte, faire l'amour a été remplacé par discussion, sexe par relation amicale, cognac et whisky par boisson. Saïd Saadi, votre conclusion. Bon, question générale et récurrente qui consiste à dire est-ce qu'il faut parler de ceci et pas de cela? Quelles sont les priorités qu'il faut organiser? La première des priorités, c'est de définir la nature de l'État et le pouvoir qui doit en avoir la charge. Or, il s'agit de cela, s'agissant notamment de l'Algérie. Nous n'avons pas encore traité ces questions-là pour ensuite voir quel cheminement sur les thématiques économiques, institutionnelles, etc., etc. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ce débat si nous voulons régler les questions qui découlent de l'exercice du pouvoir. Et s'agissant maintenant du C,
RCD. Je l'ai dit, tout est question de culture. Tout est question de culture. Finalement, la question de l'islamisme dont on parle tant ici, elle leur envoie une question de culture à la base. Elle pose une problématique identitaire, sauf qu'elle est exclusiviste, négatrice des autres paramètres, des autres valeurs qui peuvent animer une société. La question de la donne berbère, elle est aussi consubstantielle au combat pour la démocratie. Moi, je suis arrivé, je vais vous dire, à la politique, parce qu'un gendarme m'a donné une gifle un jour dans un barrage en Kabylie, alors qu'il rudoyait un vieux qui revenait du marché de Tizi Ouzou pour rejoindre son village, et il ne comprenait pas l'arabe. C'était en 1966. Et j'ai été lui dire, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il ne comprend pas, j'ai pris une gifle. J'ai eu d'ailleurs ce soir-là la première nuit en cellule de ma vie. Donc je suis arrivé à la politique par ceci. Mais cette question-là, de grâce, ne la singularisons pas. Ne l'extrayons pas d'un combat plus général qui est celui de la cité démocratique. On parle ici de la question des Kabyles, des Berbères, etc., qui ont été réprimés, stigmatisés, tant et plus. On est d'accord. Mais je reviens du sud algérien. Nous avons une importante communauté noire. Elle est effroyablement discriminée. Effroyablement discriminée. Il y a une infime minorité religieuse chrétienne en Algérie. Ils sont en train de se faire dézinguer. Une fille, dernièrement, parce qu'elle avait une Bible, dans le car qu'il a ramené d'Oran vers Tiaret, si j'ai bonne mémoire, a été traînée devant les tribunaux et embastillée. Alors, si jamais chacun vient dire « je n'intègre dans le processus ou l'alternative démocratique que ce qui me convient personnellement, au moment où je m'exprime et que je dois en évacuer tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, concerner le jeune, le chrétien, parce que je n'en suis pas, ou la femme, parce que je n'en suis pas, nous allons avoir, au mieux, un confetti de prétention démocratique, mais en aucune façon une proposition alternative à l'étouffoir qui, au final, nous élimine les uns après les autres. Alors, puisqu'on parlait de tabou, il y a un vrai problème générationnel en Algérie. Et c'est un peu pour ça que je n'ai pas voulu me représenter, moi, à la tête de mon parti, parce que Sidi Ahmed Ghazali était à notre congrès, je l'ai dit devant les congressistes qui voulaient que je reste, avec ferveur. Il faut se méfier de ces adhésions qui vous assimilent au bonheur, à la vérité, c'est foutu. Quand vous rentrez dans ce truc-là, vous êtes un dictateur potentiel. Donc j'ai dit non. Et tabou pour tabou, je disais donc à Boudiaf, qui voulait que je travaille avec lui, j'ai dit j'espère que vous n'allez pas nous ramener aux sempiternelles histoires de votre génération. Il m'a dit lesquelles. J'ai dit l'État centralisé, j'ai dit la mono-identité, etc. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit ben non, l'identité algérienne est composée et de l'islam, et de l'arabité, et de la mazérité, donc de la berbérité, etc. Il m'a dit ceci. Le vrai militant, il avait 72 ans, le vrai militant. Et il m'a pris en défaut. Il m'a dit, depuis quand tu connais une chaise qui fonctionne sur 3 pattes, et la francité ne fait pas partie de notre identité, c'est lui qui a eu le courage d'intégrer cette donnée-là. Nous parlons en français, nous écrivons souvent en français, une bonne partie de nos institutions fonctionnent en français. Aucun intellectuel, en dehors de Kateb Yassine, qui a dit c'est un butin de guerre, je crois, n'a osé revendiquer cette partie-là, peut-être parce que la passion est en train encore de dominer notre raison. S'agissant de la corruption, on revient à la première question. Comment voulez-vous éliminer la corruption lorsque la nature même du système politique présuppose, et Sidi Ahmed Ghazali est bien placé pour le savoir, il a été éliminé du comité central du FLN parce qu'il a refusé de rentrer dans les méandres, il fallait savoir se taire, couvrir, se rendre complice de ceci et de cela. La corruption est un élément fondateur du système politique. Mieux, je dois dire avec l'avènement de Bouteflika, il a affiné la chose. Pour être intégré dans le système, vous devez avoir un dossier en justice ou au commissariat de police. Je vous assure que je caricature à peine. Alors vous ne pouvez pas aborder le problème de la corruption à l'envers. C'est encore une fois la constitution du pouvoir, les conditions de son émergence, de son exercice et de son contrôle
qui feront que toutes ces questions-là ne vont pas s'évanouir, mais qu'elles pourront être traitées devant le témoignage du peuple algérien avec le citoyen comme arbitre. Et je vous remercie. Alors j'ai vraiment conscience. J'ai vraiment conscience qu'on pourrait continuer encore longtemps. Vraiment, du fond du cœur, je voulais remercier et Jean-Louis Bianco et Saïd Saïdi de la très très grande tenue de ce débat. Dans quelques minutes, un autre style dans cette salle, c'est Guy Bedos qui va venir nous raconter si on rit des mêmes choses d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Et sinon, pour ceux qui ne restent pas, on se retrouve demain matin pour une matinée qui sera, je crois, vraiment exceptionnelle, à partir de 9h30. À tout à l'heure. Et rencontre avec la presse, on me dit, avec les journalistes, à 19h45 dans cette même salle pour ceux qui veulent interroger les journalistes. Merci et à très bientôt.